À notre invité, le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, actuellement professeur à l'Université de Columbia à New York, autour de la question « Quelle philosophie pour l'Afrique ?» Bienvenue. Bonjour Souleymane Bachir Diagne. Bonjour. Merci d'avoir profité de votre passage à Paris pour venir en direct dans notre studio sur RFI. Vous êtes normalien et agrégé de philosophie, élève d'Althusser et de Derrida. Excusez du peu, vous avez d'abord enseigné la philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Avant d'être nommé aux États-Unis, vous êtes actuellement professeur à l'université de Columbia à New York, auteur de nombreux ouvrages consacrés à l'histoire et à la logique de la philosophie, mais aussi à la pensée de Mohamed Iqbal, de Senghor ou de Bergson. Les éditions Philippe Ray viennent d'éditer une nouvelle version enrichie de votre essai « Comment philosopher en islam » et vous venez également de publier chez Présence africaine « L'encre des savants, réflexion sur la philosophie en Afrique ». Vous employez, Souleymane Bachir Diagne, le singulier, la philosophie en Afrique. Nous, on s'est demandé en préparant cette émission s'il ne fallait pas plutôt employer le pluriel, tant les philosophes africains sont nombreux et leurs pensées bouillonnantes et diverses aujourd'hui. Vous avez raison de souligner ce fait, mais vous aurez noté également que je dis philosopher en Afrique ou philosophie en Afrique et pas philosophie africaine. Là, le singulier aurait été plutôt gênant si j'avais parlé de philosophie africaine. Mais vous faites bien de faire la remarque. Il faut dire probablement, comme le fait d'ailleurs la philosophe Séverine Kodjo-Granvaux, que nous avions reçu aussi sur les philosophies africaines. Oui, qu'il faut donc dire philosophies africaines au pluriel. Pour la raison suivante, l'Afrique est un immense continent. Aujourd'hui, les philosophes qui travaillent sur le continent, qui sont africains, sont très nombreux, travaillent dans des directions extrêmement différentes, même s'il y a un ensemble de thèmes et de problématiques qui leur sont communs, thèmes et problématiques que j'ai moi-même regardé dans mon ouvrage L'encre des savants. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut mettre l'accent sur le pluriel, sur la pluralité des directions prises par la philosophie sur le continent africain aujourd'hui. Autour de la question, quelle philosophie, alors au pluriel, pour l'Afrique, première piste de réflexion sonore d'hier à aujourd'hui, dans la voix des plus grands penseurs et passeurs du continent, avec le mix de Guillaume Ploquin. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a beaucoup de philosophie africaine, il y a beaucoup de philosophes en Afrique. La tradition orale, pour nous, c'est l'enseignement. La morale, la philosophie, les mathématiques, tout ce qui s'appelle connaissances humaines. La philosophie s'appuie sur une culture et justement sur un certain type de rapport au monde. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Et on s'aperçoit qu'il y a toujours eu de la philosophie en Afrique parce que, contrairement aussi à ce qu'on pense, il y a toujours eu de l'écriture en Afrique. Notre richesse, elle est à la fois dans la diversité naturelle qui nous entoure, mais elle est aussi dans la diversité de pensée des hommes. Je suis contre l'uniforme. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai toujours refusé de considérer la seule langue Wolof comme la langue nationale. Nous avons 6 langues nationales. Et ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est la création de langues qui est en train de se produire sans cesse. Par exemple, en Côte d'Ivoire, le Nouchi. La 52e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples s'est ouverte à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. C'est extrêmement important de diffuser, de faire connaître ces grands hommes pour toutes les jeunes générations qui ont besoin de pouvoir s'identifier à des intellectuels qui viennent de leur propre continent. Souleymane Bachir Diagne, que vous inspire ce que vous venez d'entendre? Écoutez, je vais m'arrêter d'abord sur ce propos de Senghor. C'était un bonheur d'entendre la voix de Senghor se prononçant contre l'uniforme, disant que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans son pays, qui est le mien également, le Sénégal, bien que pratiquement tout le monde parle le Wolof, il n'a jamais voulu faire de cet état de choses une politique qui consisterait à dire, par exemple, que le Wolof est la langue des Sénégalais. Ce souci du pluriel
maintenir la pluralité et l'ouverture à la multiplicité est quelque chose de très important. De la langue donc de la pensée et des pensées. Exactement. La pluralité des langues est une bénédiction. L'après Babel, la malédiction de Babel, contrairement à ce que l'on pourrait croire, peut s'avérer une bénédiction. Parce que chaque langue donne de l'aventure humaine un visage particulier, et la multiplication des visages de l'aventure humaine est une richesse formidable. Ce qui m'amène d'ailleurs à un autre élément que j'ai entendu. J'ai entendu la voix de ma collègue, mon amie Barbara Cassin, qui est philologue et philosophe, qui est philosophe parce que philologue, c'est une philosophe des langues, justement, de la multiplication, de la multiplicité des langues, et une philosophe de la traduction, dont l'influence sur moi est profonde, et cette influence d'ailleurs se sent dans mon livre L'encre des savants, où je fais comme elle, je m'installe pour ainsi dire entre les langues pour penser philosophiquement. Et justement autour de la question quelle philosophie pour l'Afrique, quand on dit pour l'Afrique, entre les langues de l'Afrique, qu'est-ce que c'est que l'Afrique finalement? Mais l'Afrique est une multiplicité, il faut le dire. C'est une pluralité de cultures, une pluralité de langues, un foisonnement de langues même. Mais une fois que l'on a dit cela, il faut également dire que c'est quand même une unité aussi profonde. Quoi, une unité dans la diversité, enfin quelque chose comme ça? Dans la diversité. Ouais. Par exemple, fractionner l'Afrique ne sert à rien d'une part et obscurcit d'une certaine façon la manière dont on peut comprendre l'histoire intellectuelle africaine. Par exemple, dire qu'il y a une Afrique du Nord qui serait radicalement différente d'une Afrique subsaharienne, c'est oublier que le Sahara n'a jamais été un mur infranchissable, que le Sahara a toujours été parcouru dans un sens et dans l'autre par des biens, par des personnes malheureusement, il faut également évoquer l'esclavage, mais également par des idées et par des livres. Et ce qui fait que si vous voulez comprendre l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, par exemple musulmane, on ne peut comprendre cette histoire sur le plan intellectuel qu'en relation avec le Maghreb et même le sud de l'Espagne. Donc une Afrique des échanges. C'est une Afrique des échanges. Voilà pourquoi il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Il faut tenir la pluralité, la comprendre, toujours penser la multiplicité africaine, mais d'un autre côté également remembrer, pour ainsi dire, le continent contre le dépaissement auquel a procédé la pensée de l'Afrique. Je pense à un philosophe comme Hegel, qui divisait l'Afrique en plusieurs parties. L'Égypte en était détachée, l'Afrique du Nord également, et pour lui, ce qu'il appelait l'Afrique proprement dite, c'était l'Afrique dite subsaharienne. Mais est-ce que vous iriez autour de la question quelle philosophie pour l'Afrique, Souleymane Bachir Diagne, jusqu'à parler de philosophie bantoue, philosophie bantoue, on peut reprendre le titre du livre fondateur du père Placide Temple, qui a eu au moins le mérite de dire que on pouvait dire philosophie africaine, philosophie bantoue sans que ce soit un oxymore. Absolument. Mais est-ce que vous pouvez reprendre ce terme-là? Je crois qu'il est permis de le reprendre pour la raison suivante. D'abord, vous avez raison de dire que ce livre est un livre absolument fondateur, et il est heureux que les éditions Présence africaine, qu'il avait publié en son temps, juste après la Deuxième Guerre mondiale, aient décidé de le rééditer aujourd'hui. Parce que ce livre, pour la première fois, associait, et vous venez de le dire, philosophie et une population africaine, les Bantous. Maintenant, pour dire que tous les Bantous penseraient de la même manière et qu'il y aurait une philosophie bantoue qui serait unanimement partagée par tous les Bantous dont ils seraient porteurs, évidemment, ça n'a pas de sens. Et cela a été justement dénoncé par tous ceux qui ont lu et critiqué l'ouvrage La philosophie bantoue. En revanche, cette expression a un sens lorsque derrière bantou, on voit les langues bantoues. S'il s'agit d'avoir une approche de ces langues, de voir les possibilités philosophiques qui sont inscrites dans cette langue, dans leur manière de dire, de faire à leur propos, par exemple, ce qui a été fait pour la langue grecque, parce que on sait la parenté profonde qu'il y a entre les catégories logiques et les catégories de lettres telles qu'elles ont été énumérées par le philosophe Aristote et la langue grecque elle-même. D'une certaine façon, les catégories, si elles n'en sont pas le décalque, sont quand même le miroir, pour ainsi dire, de la langue grecque. Donc, mesurer nos concepts philosophiques à l'aune aussi des mots de la langue est une démarche importante. Si on fait cela pour les langues bantoues, à ce moment-là, il y a un sens
à parler de philosophie bantoue comme d'une tâche de réflexion sur la langue et sur la philosophie dont elle indique la possibilité, pour ainsi dire. Autour de la question, quelle philosophie pour l'Afrique et comment puiser donc dans cette philosophie bantoue, dans ce creuset d'Africana-philosophie aujourd'hui? Et si on s'inspirait de la nation arc-en-ciel de Nelson Mandela, hommage à Madiba que vous avez voulu sur RFI, absolument. Myriam Makeba. Merci beaucoup. KwaZulu, Myriam Makeba sur RFI, autour de la question quelle philosophie pour l'Afrique? Le philosophe que vous êtes, Souleymane Bachir Diagne, a voulu rendre hommage à Madiba, à l'homme qui a pensé et réalisé la nation arc-en-ciel. Absolument, et c'est d'ailleurs l'occasion de souligner un concept très important qu'il a mis en circulation véritablement sur le plan international pour nous tous dans le monde, le concept de Ubuntu, formé sur la racine Ntu où on retrouve le mot Bantu. Ubuntu, c'est faire humanité ensemble. Et le fait que lui-même et le révérend Desmond Tutu aient indiqué que Ubuntu c'était la voie du salut pour l'Afrique du Sud, qu'il fallait pouvoir faire route ensemble vers une humanité commune. Évidemment se réconcilier, le faire dans la vérité, en redisant quels sont les faits terribles de l'apartheid, mais en ayant toujours en vue qu'il s'agit de l'avenir et que les actions à entreprendre aujourd'hui doivent être des actions dictées non pas par le passé, quelque terrible que soit ce passé, mais par l'avenir que l'on veut et que l'on veut ensemble. Il s'agit donc de faire Ubuntu, de faire chemin ensemble vers une commune humanité. C'est une leçon extraordinaire que cet homme a léguée à l'humanité que nous sommes, en nous indiquant ce que c'est exactement vivre ensemble. Quelle leçon de philosophie autour de la question quelle philosophie pour l'Afrique? Alors justement, comment vivre ensemble? Comment échanger? Cette question de la transmission, de l'échange et de la parole dans toutes les langues possibles intéresse particulièrement le psychanalyste Simon Daniel Kupman qui travaille lui sur la mémoire et sur l'oubli. Je propose d'écouter son éclairage et vous réagirez ensuite. Il y a, me semble-t-il, en Afrique, une tradition de dialogue ou de multilogue, si vous voulez, que nous ne connaissons pas parce que nous
nous avons toujours derrière la tête le discours du chef ou du maître. C'est-à-dire que dans ces institutions où on dialogue, ces palabres, au fond, tout le monde peut dire ce qu'il pense et quelqu'un en tirera les conséquences. Il y a probablement un décideur. Mais, en tout cas, c'est fondé sur des échanges de paroles, pas sur des obligations de paroles, pas sur des obligations de mémoire ou d'oubli, mais sur des échanges de paroles. Les échanges de paroles. Vous voulez réagir à cet éclairage du psychanalyste Simon Daniel Kupman, Souleymane Bachir Diagne? Oui, je réagirai en rapprochant ce qu'il vient de dire sur les échanges de paroles avec ce que dit Amadou Hampâté-Bâ, le philosophe malien Amadou Hampâté-Bâ, de ce même échange de paroles qui est échange et fortification de la vie. Hampâté-Bâ a une phrase que je cite dans l'encre des savants, où il dit qu'il faut que la parole circule, et cette parole circulant, c'est comme la vie elle-même qui circule. Échanger de la parole, c'est faire advenir une vie plus forte, une vie plus riche, en définitive. C'est la raison pour laquelle beaucoup de philosophes africains, dont Senghor dont on parlait tout à l'heure, ont souvent insisté sur le dialogue. La raison pour laquelle le dialogue est véritablement le fondement du vivre ensemble, c'est que dans le dialogue ou le multilogue, dans la parole échangée, il y a toujours justement ce surcroît de vie, ce surcroît de vitalité sur lequel la communauté se fonde et dont la communauté s'enrichit. Et cette force de vie, c'est aussi le propre, enfin si j'ose dire, de la philosophie bantoue en multiples langues bantoue. C'est la force de vivre. Exactement, exactement. C'est ce qui se trouve au cœur même de la pensée de la pensée bantoue selon le révérend Père Temples, l'idée que l'être est force. Être et exister, c'est exercer une certaine force qui a elle-même vocation à croître. La finalité de la force, c'est toujours de s'amplifier, et elle s'amplifie en se distribuant, en se dépensant. La force est telle que de se dépenser ne l'appauvrit pas, au contraire, la dépense l'enrichit. Et justement, en mettant cela en rapport avec ce que nous venons de dire du dialogue, c'est en ce sens précis, presque ontologique, que le dialogue est enrichissement mutuel. Ce n'est pas seulement qu'on s'enrichit d'idées échangées, on s'enrichit véritablement d'une vie partagée. On se construit, d'autant plus important aujourd'hui d'essayer de renouveler cette force de vie et de regarder vers l'avenir. Exactement, exactement. Regarder vers l'avenir, c'est précisément être vivant, faire comme tous les systèmes vivants qui sont toujours orientés vers une finalité plus haute, la finalité de demain. Et comprendre, et c'est tout le sens de la pensée prospective, comprendre encore une fois que le sens doit nous venir du futur et non pas nous pousser par derrière. Les actions à mener sont des actions qui ouvrent le futur que l'on voudrait inventer et non pas des actions qui sont dictées par un passé lui-même révolu. Autour de la question quelle philosophie pour l'Afrique, nous continuons dans cet esprit de palabre, de découvrir toute la vivacité, l'intensité de l'Africana philosophie avec vous, Souleymane Bachir Diagne. Suite dans 3 minutes, juste après le flash d'info de Dakar à New York, en passant aussi, je l'espère, par Paris. À tout de suite.